N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Eh bien, on va prendre tout de suite cet auditeur depuis Genève, ici en Suisse, Valérie Sossuet. Bonsoir. Allô, bonsoir, Amos. Merci. Écoute, j'ai suivi. Oui. Vous êtes en direct dans ce débat, après 14 ans d'exil. Oui. L'ancien ministre de l'Intérieur, Soufou Nassimbe Yadema, François Akila Boko, annonce son retour imminent au Togo. Pourquoi cette décision à quelques mois de l'élection présidentielle de 2020 au Togo? François Boko peut-il constituer une alternative crédible devant cette situation qui perdure au Togo? Valérie Sossuet, quelle est votre réaction? Ben, d'abord, j'aimerais saluer cet acte salvateur de François Boko, 2005. Sa réaction vis-à-vis du drame qui allait se produire, du massacre qui allait se produire dans notre pays, je le salue vivement. Je salue cet acte loyal et patriotique. Et on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Maintenant, sa décision après 14 ans, pourquoi en ce moment-ci? Alors, à entendre les autres intervenants, les avis sont partagés. Est-ce qu'il rentre comme Agbeyome? Est-ce qu'il a les mêmes droits pour pour participer, pour rentrer d'abord tranquillement, n'est-ce pas? Et puis participer à l'élection présidentielle qui va se dérouler. Moi, je pense qu'en tant que Togolais, Monsieur Boko a le droit de rentrer chez lui et de participer à ces élections-là. Est-ce que c'est par sursaut patriotique et vrai de lui-même ou c'est par une impulsion visant la conquête du pouvoir et en cela aidé par nos chefs d'État des pays alentours ou des pays occidentaux? La question, si je la pose, c'est parce que selon qu'il rentre de lui-même ou qu'il rentre de lui-même par sursaut patriotique ou qu'il vise le pouvoir, les données vont changer. S'il vise le pouvoir, c'est qu'il y a vraiment une conquête, il va se battre avec, entrer en conflit rude avec le gouvernement en place, et ça, c'est la catastrophe. Et cela m'amène à dire qu'il y a eu des arrangements, et ces arrangements ont été affirmés par lui-même dans sa dernière entrevue. Et il y a des tractations qui se font actuellement, et s'il arrive à obtenir, à remplir, à faire les formalités et à se présenter, tant mieux. Moi, je me pose la question de savoir si, en référence à la nature du pouvoir, ce pouvoir dictatorial arbitraire, il ne court pas un danger, dans la mesure où les autorités peuvent facilement lui accorder toutes lui satisfaire, le satisfaire dans ses démarches formelles, formalités, mais se rétracter après, au moment où on aura validé sa candidature. C'est-à-dire que tout se passera comme si, c'est un accueil chaleureux, un accueil d'un héros d'antan, mais par en dessous, le but visé, c'est de le rejeter du processus électoral, du processus de validation des
de sa candidature. Pire, ce qui peut arriver, et c'est là où je pense que il faut vraiment qu'il y ait une garantie suffisante pour que ce monsieur ait le courage d'entrer après 14 ans, n'est-ce pas? D'accord. Et cela me fait dire qu'il a dû passer par des méandres de la diplomatie. Donc, comme l'a dit également le professeur Pascal Adjamabo, il a dû également négocier son retour au Togo avec le pouvoir. Donc, c'est pour cela que le professeur est un peu inquiet. Hein. Il se pose la question, est-ce qu'il ne va pas retourner à la maison, comme il dit? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, je pense qu'il n'y va pas de mes molles, hein. Quelqu'un soulevait la ressemblance ou la dissonance entre lui, son retour, et celui de Agbeyome. Je pense que effectivement c'est pas le même cas. Celui-ci a commis un acte loyal, l'autre c'est par un conflit frontal avec le gouvernement en place et des histoires de détournement. Alors moi, je pense que c'est depuis les après 19 août 2017, c'est ça, hein, que des tractations ont été menées avec Monsieur Akufo-Addo, qui les aurait rencontrés, lui et Bodjona, aux États-Unis, si j'ai bonne mémoire. Et donc la chose était dans l'air, l'idée était dans l'air depuis, on en parlait depuis, avant que ça n'arrive chaudement maintenant sur les lèvres, n'est-ce pas? Barry Sossoé, rapidement, avant de vous laisser, parce qu'on doit aussi laisser d'autres auditeurs réagir dans cette émission, on a encore 1 heure d'émission. Alors, est-ce que pour vous, François Akila Isoboko peut-il constituer une alternative crédible? C'est là aussi la question que se pose beaucoup de Togolais. Oui. Je pense que pour quelqu'un qui a fait ses preuves au sein du gouvernement, qui connaît bien les rouages de l'administration togolaise et qui a montré qu'il cherche le bien des populations du Togo, il n'y a à mon avis aucun doute que M. Bokor soit une alternative viable. Et moi, par exemple, je crains tout simplement que ce ne soit encore un stratagème de unir RPT. Mais sinon, c'est quelqu'un dont la candidature est vivement encouragée. Seulement que l'homme lui-même n'a pas encore, il s'est pas encore prononcé publiquement s'il va être candidat en 2020. Mais il a fait son entrevue et c'était clair qu'il avait dit il pense qu'il va pouvoir rentrer et servir, pour aider à résoudre les problèmes quelque peu. Merci. Donc, c'est bien pensé par lui. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Barry Sossoé, d'avoir réagi, d'avoir participé à cette émission en direct depuis Genève. Et je rappelle que, quand même, vous êtes aussi membre de la communauté des Togolais en Suisse. Donc, merci de votre participation. Vous pouvez encore revenir dans ce débat si vous avez encore de réactions. Bonsoir. Nous allons enchaîner. Merci bien. Nous allons enchaîner tout de suite avec la réaction que nous avons reçue sur notre messagerie WhatsApp. Et nous allons relancer Kofi Nyanzonson. On va écouter la réaction de Godson depuis l'Angleterre. Bonsoir mon frère Amos, bonsoir mes invités, compatriotes, bonsoir aux auditeurs et combattants de la liberté pour la démocratie, l'alternance, le mieux vivre au Togo. Oui, mon nom c'est Godson, j'interviens ce soir et pour mon apport sur le sujet de notre compatriote Bokor. Je ne saurais prendre cette parole sans le remercier pour son acte de bravoure qu'il a eu en 2005-2006 pour éviter le génocide et le massacre qui avait été programmé. Et nous ne saurons le remercier assez. Sa désertion a eu l'impact qu'il pouvait avoir, en tout cas, malgré les centaines de monde qu'on a pu décompter. Bon, merci. Ce retour, je le salue et pour les valeurs que cela regorge, pour les intérêts que cela peut avoir sur la lutte, parce qu'effectivement, nous avons besoin
que toutes les ressources du peuple togolais soient mobilisées pour la lutte et surtout sur le terrain, sur le sol togolais. Il y a besoin que nous puissions multiplier ces descentes dans la diaspora, que de plus en plus les gens descendent pour revigorer la lutte. Il y a besoin, le peuple en a besoin, et les leaders, les représentants de la société civile ont besoin aussi du renfort. Parce que, comme on dit, face à une dictature, il faut une pluralité de stratégies. Sinon, effectivement, le combat est très vite noyé. Donc, je salue ça parce que nous avons connaissance aussi de ses atouts par rapport à son passé, ses relations, aussi bien dans l'armée comme dans le gouvernement, même s'ils sont pas au bout fixe. Nous savons qu'il peut toujours s'en servir. Et nous avons toujours espoir que chacun apporte sa lutte, son soutien ou bien son apport à la lutte, et en cela, il peut nous être utile. Aussi, de par ses relations diplomatiques qu'il a pu nouer pour sa sortie et en même temps pour son retour aujourd'hui entre la France, les États-Unis et l'Allemagne. Tous ces éléments-là peuvent faire de lui, sur son retour, on a tout pour contribuer à la lutte, parce que c'est ce dont le peuple togolais a besoin aujourd'hui, de tous les éléments qui peuvent réellement maintenir ce soulèvement, voire le rehausser, parce que tout ce que nous avons obtenu jusqu'ici aujourd'hui, ça a été fait par la pression, et nous visons plus. Donc nous devons accroître les moyens et les ressources pour pouvoir élever cette pression-là. Donc ce retour est une bonne chose, et ça tombe à une bonne période pour le peuple togolais. Mais toutefois, il est à noter, et moi je tiens à le souligner, que nous devons peser tout ceci sur la balance, les atouts aussi bien que les inconvénients. Alors, ce retour est annoncé sur tous les médias et partout comme étant, et même à travers le sujet de ce soir, comme étant le retour pour 2020, le calendrier 2020. Donc, si c'est un retour par rapport à un calendrier électoral, je ne pense pas que M. Bokor répond aux aspirations du peuple togolais. Parce que le peuple togolais ne s'est pas soulevé pour des élections. Nous sommes debout pour obtenir les réformes. Donc, les ressources qui sont censées nous aider sont les ressources qui contribuent à l'obtention de ces réformes-là. Donc, je pense que si M. Bokor n'est pas dans cette dynamique, donc il ne saura pas répondre aux aspirations du peuple togolais. Et s'il est, et je pense que là, le format sur lequel son retour est annoncé fausse toute la démarche, parce que au lieu d'aider, ça détourne des objectifs du peuple togolais, et si ce sont les siens aussi, alors là, ils ont mis la charrue devant les bœufs. Donc il faudrait plutôt mettre en avant ces qualités qui peuvent aider à la remobilisation, à l'obtention de ce que le peuple togolais exige avant les élections. Que vaut 2020 sans les réformes? Que vaut 2020 sans tout ce que nous attendons en termes de réformes électorales et institutionnelles? Rien du tout. Et personne ne pourra faire face au régime avec une telle système en place aujourd'hui. Donc, si M. Bokor veut aider à la mobilisation, que son retour soit annoncé avec les potentiels qui peuvent aider le Togolais à reprendre courage à cette lutte-là. Donc, sans ce sens-là, les annonces qui sont faites jusqu'à aujourd'hui ne font pas de lui ce que le peuple attend. Il a le droit de sa candidature, mais le moment viendra pour tout ceci. Sinon, en ce sens, tel que c'est fait aujourd'hui, il ne représente pas, ce ne sera pas plus qu'un candidat de plus que les autres, ceux des autres partis, ce que nous ne voulons pas entendre parler parce que ce n'est pas le moment. Tous doivent se rallier avec le peuple pour réclamer ce que le peuple demande. Encore que lui, il a des relations diplomatiques avec l'Occident. Alors là, s'il ne veut pas être le candidat de l'Occident du néocolonialisme, il faut qu'il mette en valeur le potentiel qu'il a à pouvoir obtenir les revendications du peuple togolais qui sont attendues aujourd'hui en toutes choses. Je vous remercie. C'est le frère Godson. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Abonnez-vous à Togo News. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci d'être câblé sur le 3xWRadioCanalK.ch.
Un flou total s'embarque le peuple togolais après les élections législatives du 20 décembre 2018, alors que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, considérée comme le porte-parole du peuple togolais, devait rester soudée pour conclure la lutte. Elle s'éclate pour cause de grandes divergences dans les stratégies de lutte. C'est dans cette situation et après 14 ans d'exil que François Akilaï Boko, avocat de profession et ancien ministre de l'Intérieur sous feu Gnassingbé Yadima, a annoncé son retour au Togo. Pourquoi cette décision à quelques mois de l'élection présidentielle de 2020? François Boko a-t-il l'ambition de se relancer en politique? Nous allons en débattre tout de suite avec nos invités qui sont déjà en ligne en direct depuis la France, notamment Kofi Nyandoson. Il est juriste de formation. Kofi Nyandoson, bonsoir et merci de nous accompagner. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Bonsoir à vos spectatrices, enfin aux auditrices, pardon, et auditeurs. Merci beaucoup, Kofi Nyandoson. Je rappelle que vous êtes un membre influent, s'il faut le dire, du mouvement citoyen Nubuke. Et nous avons également en ligne depuis la région parisienne, professeur Pascal Adjamagbo, et il est le président du MPL, le Mouvement pour la Libération du Togo. Bonsoir, professeur Adjamagbo. Bonsoir, cher Amos. Bonsoir, les chers auditeurs de Radio Canal. Merci beaucoup. Vous allez également débattre avec nous, bien commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo qui perdure donc. Et les auditeurs qui nous suivent en direct, je rappelle, dans une 30 ou 40aine de minutes, vous pouvez également réagir sur le thème de ce soir, notamment le retour annoncé de François Akilaï Boko. Vous pouvez réagir en direct au 0041 62 834 90 80. Et tout de suite, la première question au professeur Adjamagbo Johnson, j'allais dire. Alors, écoutez, professeur, après 14 ans d'exil, l'ancien ministre de l'Intérieur, sous feu Gnassingbé Yadima, vous le connaissez très bien, il a posé un acte que tous les Togolais le savent. Donc là, on dirait qu'entre guillemets, il a posé un acte salutaire. Alors, 14 ans plus tard, il annonce son retour au Togo. Alors, pourquoi, selon vous, cette décision à quelques mois des élections présidentielles de 2020 au Togo? Oui, d'abord, en tant que leader politique, je sens le devoir moral, politique et civique d'éclairer la conscience du peuple souverain togolais et surtout des électeurs, notamment sur ce qui sollicite les faveurs du peuple souverain togolais. Et quand on parle de François Boko, on cite souvent son acte de démission en 2005 de son poste de ministre de l'Intérieur parce qu'il n'était plus d'accord avec, disons, les services qu'on lui demandait de rendre ce qui était en préparation. Bon, mais cet acte, il faut le situer en perspective dans l'histoire de la politique togolaise. Et il y a beaucoup d'actes forts et même plus forts qui ont été posés dans la politique togolaise, notamment le 23 septembre 1986. Eh bien, une partie de l'opposition togolaise a attaqué le camp militaire. Et le camp militaire, l'armée togolaise n'a dû son salut qu'à l'intervention de l'aviation française. Et jusqu'à maintenant, tous les 23 septembre, l'armée togolaise célèbre sa délivrance. Eh bien, ça, c'est un des actes les plus forts posés par l'opposition togolaise contre le régime. Bon, mais en 2002, il y a un autre acte du même ordre que l'acte du ministre François Boko qui a été posé. Ça a été posé par le premier ministre de l'époque, Agboyume Kodjo, qui, après avoir publié un article pour exprimer son désaccord avec le régime, il a dû démissionner. Donc, c'est un acte, je dirais, plus comparable à l'acte de Boko, alors que l'acte du 23 septembre 86, eh bien, c'est un acte infiniment plus héroïque. Eh bien, ceux qui ont posé ces actes héroïques du 23 septembre 86 ou bien de juin 2002, bon, ils sont en droit de revendiquer et autant que François Boko, sinon plus que François Boko. Donc j'aimerais situer ce tas dans cette perspective. Voilà.
Tout à fait, on a compris votre réaction. Kofi Ndanzon, vous l'avez suivi le professeur Adjamagbo. Vous l'avez également suivi de près. Hein. C'était partout sur les réseaux sociaux, dans le milieu de la diaspora togolaise, surtout le retour imminent donc de François Akila Issok Boko. Comment vous avez reçu cette information, Kofi Ndanzon? Non, moi, cette info, je la trouve totalement normale en ce que un citoyen togolais puisse se décider de retourner vers sa terre natale, puisque, rappelons-le, Monsieur François Akila Issok Boko est avant tout togolais. Et dans ce cadre-là, il est en droit de retourner chez lui comme tout Togolais qui aurait résidé soit en exil, soit de façon volontaire dans la diaspora. Et donc, c'est un acte à inscrire au tableau de ce qu'on peut connaître comme normal. Sauf que dans sa dimension en particulier, il y a le fait de la démission de 2005 qui a fait en sorte que c'est un événement majeur, sinon historique, qu'on ne peut occulter lorsqu'on parle, ne serait-ce que de la personne ou du nom de Monsieur Boko. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, son retour, naturellement, peut interroger les uns les autres, peut faire peur à certains, ce qui pourrait se comprendre. Et pourquoi cela doit faire peur à certains? Pourquoi alors, son retour? Son retour fait peur en ce que certains se disent, est-ce que finalement il revient pourquoi? Est-ce qu'il revient pour être candidat aux élections? Qu'est-ce qui peut bien l'amener à revenir après 14 ans? Pourquoi aujourd'hui et pas hier? Et pourquoi pas demain? Alors, naturellement, ce sont des hypothèses qu'on peut multiplier de part et d'autre, mais retenons en tout et pour tout qu'avant tout, c'est un Togolais. Il est en droit de rentrer chez lui. Il est en droit également de prétendre à la magistrature suprême s'il le souhaite. Et donc, par rapport à ça, nous devons veiller à ce que ce fils digne du Togo puisse être ou vivre en tout cas chez lui en toute sécurité. Tout à fait. Professeur Pascal Adjamagbo, je le disais, l'information, on l'a eu partout et sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a presque 6 mois de cela, mais l'homme lui-même ne s'est pas encore prononcé officiellement, sauf qu'on l'a écouté tout récemment sur une radio aux États-Unis. Donc, c'est là où il a annoncé effectivement, il a acté son retour au pays. Alors, pour vous, pourquoi ce silence de François Boko lui-même? Est-ce qu'il a pu contacter certains membres de la diaspora pour quand même expliquer son plan déjà, et pourquoi il rentre au Togo, va-t-il se lancer en politique? Est-ce que vous vous posez ces questions, professeur Pascal Adjamagbo? Oui, voilà. Moi, je me pose de sérieuses questions, non pas sur son silence sur ses intentions, mais sur son silence pendant les événements qui ont commencé en août 2017, 19 août 2017, jusqu'au coup de force électorale du 20 décembre. Ce qui me trouble, c'est que je n'ai pas entendu un seul mot de François Boko, et quand le peuple était martyrisé, quand des enfants étaient assassinés jusqu'à début décembre. Pas un seul mot d'indignation. Et cela me trouble. Parce que on ne peut pas solliciter les faveurs de quelqu'un qui, lorsque cette personne est dans la peine, dans les tribulations, on se tait. Est-ce que c'est un silence calculateur? Bon, on sait que d'autres personnalités, comme Bodona, qui sont très liées à M. Boko, ils se sont tus également. Mais on sait que dans le cas de Bodona, que c'est un silence calculé, pour ne pas gêner le pouvoir. Donc, est-ce que François Boko s'est tu sur les martyrs des Togolais? Il s'est tu sur la libération des prisonniers? Est-ce que c'est pas calcul politique pour ne pas gêner le pouvoir? Mais dans ce cas, s'il s'est tu devant ce malheur, eh bien, comme on le dit dans la cérémonie de l'Église catholique, à propos des gens qui doivent se marier, on demande ceux qui ont quelque chose à dire que s'ils sont tus avant le mariage, eh bien, il faut qu'ils se taisent à jamais. Donc, moi,
j'ai envie de dire que si François Bokosset tue pendant ce moment grave, douloureux de l'histoire togolaise, eh bien, j'estime qu'il doit se taire à jamais. Kofi Danielson, est-ce que vous êtes d'accord avec professeur Pascal Adjamabo? Il s'inquiète pour son silence, surtout lorsque Tchikwi Adjadam a encore réveillé le peuple togolais août 2017. Alors moi j'aimerais que mon contradicteur ne fasse pas un saut qu'on qualifierait même d'un saut historique de l'histoire, parce que tout à l'heure il évoquait le 23 septembre 86, il a parlé également de M. Agbéoumé, mais qui connaît l'histoire du Togo peut également savoir, ou ne pas être en tout cas sans ignorer, que M. Akira Isoboko, quand bien même qu'il aurait été astreint à un devoir de réserve, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir les partis politiques de l'opposition, pour intervenir de la meilleure manière possible, de sorte à ce que le Togo puisse connaître une alternance. Alors, repartir sur août 2017 ou le 19 août 2017 m'apparaît quelque peu interrogateur, parce que le FRAC, je pense que monsieur Adjamagbo a entendu parler de FRAC, pour ne citer que ça, très récemment, et donc le FRAC, c'était à l'initiative de monsieur Akira Isoboko que le FRAC a été constitué à Paris. Donc, dire qu'il s'est tué depuis lors, si ce n'est pas affabulé, ça peut aller chercher vers un peu ce qu'on va appeler du mensonge. Parce que il faut dire la vérité aux uns aux autres. Mon contradicteur disait tout à l'heure qu'il faut conscientiser et éclairer. La réalité est que M. Akira Isoboko a toujours, quand le 19 août s'est déclenché, eh bien, il a fait paraître un article dans lequel il disait être du côté du peuple togolais. Alors, qu'appelle-t-on silence finalement? Parce que peut-être qu'il faut revoir cette définition de sorte à ce que nous tous, nous puissions être éclairés. D'accord. Donc, peut-être qu'il n'a pas tellement communiqué là-dessus, ou bien il n'a pas donné des interviews radiophoniques ou bien à la télévision. Je pense que c'est de ça que veut parler professeur Adjamagbo. C'est ça, professeur Adjamagbo? Il a publié un article. Il a publié l'article au début. Mais le fleuve a duré a duré 1 an et demi. D'accord. Mais comment ne pas s'indigner devant l'assassinat des enfants, et comment ne pas s'indigner devant l'acte de voyoucratie des présidents de la CEDEAO, non, moi je ne comprends vraiment pas ce silence. Bon, et puis quand on évoque ce que je pense que nous avons déjà un auditeur en ligne, on va quand même le saluer. Bonsoir auditeur. Oui, bonsoir Sylvain. Oui, vous pouvez quand même vous présenter déjà, s'il vous plaît? Oui, c'est Marcel Kodji. Marcel Kodji, depuis Irlande. Oui. Marcel Kodji, restez avec nous encore 2 minutes, on va relancer le professeur Adjamagbo et on vous donne l'antenne. Merci. Oui, voilà. Donc, et quand on évoque le FRAC, eh bien, ça c'est un acte du passé. Eh bien, c'est un secret polichinelle que celui qui a été jugé comme responsable de l'attaque du 23 septembre 86, c'est Gilles Olympio. Et Gilles Olympio, il a également été victime de l'attentat, il porte encore des balles dans son corps. Donc il a posé des actes que aucun non politique togolais n'a posé. Mais ça c'est des actes du passé. La preuve, en 2015, la même personne qui a posé des actes héroïque que personne n'a posé dans l'opposition, la même personne a envoyé tous ses militants et les 4 grands partis pour faire campagne pour la réélection de Fort Dassindé. Et l'ancien Premier ministre, qui a démissionné dans les mêmes conditions que M. Bokor. Mais il est retourné et avec le régime. Et comme le dit Papa de la Bible, le chien est retourné à son vomissement. Ce qu'il a vomi, le chien est retourné. Donc, un acte posé dans le passé ne peut pas être exilé. Et lorsque
on fait plus pendant 1 an et demi. D'accord, on comprend votre inquiétude. Peut-être beaucoup d'auditeurs ou bien de Togolais partagent également votre avis, mais on va relancer Kofi Nnanzon. Mais avant Kofi Nnanzon, on donne tout de suite la parole à cet auditeur, Marcel Kodi. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs et éditrices du Togo. Je salue tous les Togolais. Alors, après 14 ans d'exil, l'ancien ministre de l'Intérieur sous feu Gnassingbé Yadema, François Akila Essoboko, a annoncé son retour imminent au Togo. Alors, pourquoi, selon vous, cette décision à quelques mois des élections présidentielles de 2020? Marcel Kodi. Oui, je voudrais réagir par rapport à ce que disait tout à l'heure le professeur, qu'il accuse de l'affaire du 23-25. Bon, je ne sais pas si c'est à cela qu'il accuse, que l'armée, que le monsieur n'a pas intervenu. Mais sachez qu'Assila, c'est un gendarme. C'est un juriste. Mais si après 14 ans, il est parti, il a réfléchi. Déjà, il aurait côtoyé beaucoup les Nations Unies, certains organismes. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti aux États-Unis, il est en train de faire le tour. C'est ce qui manquait à notre coalition. Il n'avait pas de relation à l'extérieur. Mais je voudrais faire comprendre au professeur que Assila Boko avait des relations avec la coalition. Il échangeait avec certains de la coalition. Donc vous avez des informations comme quoi François Akila Essoboko ne s'est pas tué, mais il travaille toujours avec la coalition en sourdine. Eh oui, mais pourquoi on l'avait invité, le président Ghanéen l'aurait invité? Parce que c'est une bagaille magique que le président Ghanéen allait appeler. Mais c'est que les gens l'ont proposé, voilà quelqu'un qui est à l'extérieur, qui peut nous donner des informations sur l'armée. Moi, je voudrais aujourd'hui que si ce dernier arrive et qu'il soit candidat autour de la coalition, mais c'est quelqu'un que moi je pense que déjà un gendarme, il sait comment maîtriser l'armée. Pour que nous puissions peut-être au niveau de la transition, ou bien quand il aura l'alternance, il peut quand même demander à ses frères d'armes de déposer les armes. Surtout ces colonels qui sont impliqués dans ces affaires, surtout là, il peut quand même leur garantir la sécurité. Mais il faut faire avec ce dernier. Si nous allons écarter tôt ce monsieur, le monsieur n'est pas encore arrivé, on commence à lui tirer des flèches même. Il n'a même pas encore annoncé officiellement qu'il sera candidat en 2020. Non, de toute façon, les sondages font que le monsieur, il serait là. Mais il faut garantir d'abord sa sécurité, il faut qu'il revienne. Déjà, quand même les pro-unis, déjà, comment on dit qu'il va venir faire l'armée, il viendra faire la prison, on va le jeter à prison, c'est un déserteur. Ils disent, c'est trop, on va faire un procès à ce monsieur. Mais le monsieur, il ne vient pas pour, même s'il vient pour arracher leur place, il faut qu'il reconnaisse qu'il y a la tendance, eux-mêmes ils savent. Donc, Marcel Kodi, on ne va pas monopoliser la parole puisqu'on doit laisser aussi l'antenne à d'autres auditeurs qui veulent aussi intervenir. Alors, pour vous, François Akila Essoboko peut-il constituer une alternative crédible face à ce qui se passe au Togo actuellement? Il peut être le nœud entre, je sais comment le dire, l'autre là aussi, comment ministre Kodjo et d'un Kodjo là, parti charnière ou bien un homme charnière ou bien on pourrait le dire entre l'opposition et l'armée. D'accord. Moi, c'est moi, l'opposition à l'armée. Moi, je pense qu'ils peuvent quand même jouer ce jeu. Et peut-être s'il est candidat, si l'opposition, si tous les Togolais veulent qu'il soit candidat. Aujourd'hui, notre frère, l'autre là, il a quitté les rangs, il est parti. Bon, on ne sait pas s'il va revenir. Comment là, nous tous on avait cru à lui, comment il s'appelle, Achadam. Achadam n'est plus sur le terrain pour mobiliser ses frères. Mais si un certain Boko revient pour mobiliser nos frères du septentrion, mais nous allons applaudir. D'accord. On a compris votre position, Marcel Kodi, mais on a encore 1h30 d'émission. Vous pouvez encore revenir si vous le voulez, le débat continue. Merci et bonsoir, Marcel Kodi depuis Irlande. Et à volonté, le combat continue alors. Oui, à tout à l'heure. Merci et encore une fois, Marcel Kodi depuis Irlande. Je le disais donc, la ligne est déjà ouverte. Vous pouvez également intervenir dans ce débat au 0041 62 834 90 80. Nous débattons de ce thème, retour imminent de François Akila Essoboko, mais nous allons plus tard aussi parcourir quelques informations par rapport à l'actualité sociopolitique autour, notamment la crise. Alors Kofi Nnanzon, et alors Marcel Kodi, lui, il est pour, si François Boko rentre au Togo, il pense qu'il peut constituer une alternative crédible. Quelle est votre réaction là-dessus, Kofi Nnanzon? Alors, avant d'arriver à la réaction... Abonnez-vous à Togo News. Il faut quand même que je puisse rafraîchir quelque peu certaines choses.
Alors, mon contradicteur disait tout à l'heure que oui, M. Boko s'est tué pendant 1 an. C'est tout de même curieux parce que j'ai l'impression, parce qu'au fond, c'est un argumentaire ou un propos qu'on relaie à tout va. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'on crie dans les médias de part et d'autre ou qu'on apparaît à la télévision, c'est pas la seule façon d'aider, ou ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas que cela veut dire pour autant qu'on est indifférent à la souffrance de ses concitoyens. Donc il faut être quelque peu lucide et pragmatique. On peut aider dans l'ombre, ça se fait. Alors l'auditeur disait tout à l'heure que M. Akila Soboko a été consulté au titre de la médiation que devait mener le président ghanéen. Effectivement. Donc ne serait-ce que le fait d'avoir été consulté est une forme de participation à la vie de son pays. Donc la compassion, ce n'est pas parce que nous compatissons peut-être en parlant dans les médias que cela veut dire que on fait plus ou moins que celui qui agit dans l'ombre. Parce qu'on ne connaît pas fondamentalement le résultat de l'action de celui qui agit dans l'ombre. Donc on ne peut pas condamner, d'autant plus que nous ne sommes pas juges. Alors finalement, ce qui me pose question, c'est de savoir si nous sommes en train déjà de juger quelqu'un qui n'a même pas encore posé les pieds au Togo, ou alors si nous sommes dans la crainte. Parce que quand on me parle d'un certain Gilles-Christ Olympio ou de M. Agbeyo Mekodjo, c'est parce que ces derniers sont partis, sont revenus, ont posé des actes qu'on arrive à se dire, mais tiens, ils ont fait ceci, ça veut dire qu'au fond, ils n'ont jamais changé, mais on ne peut pas poser un jugement de valeur, ni coller un certain préjugé à un citoyen togolais qui n'a même pas encore posé l'acte. Même en droit pénal, ça n'existe pas. La personne n'a rien fait, mais on dit que, si les autres ont fait ça, c'est que lui aussi le fera. Mais je suis désolé. Donc pour dire que il faudrait à un moment donné que nous arrivions à savoir ce que nous voulons. Quelqu'un, un citoyen, il est sorti de son pays, il a mis en péril sa vie. Qu'on me dise du passé, je dis non. Parce que qu'on me cite quasiment tous les Togolais aujourd'hui qui sont prêts à mettre leur vie sur l'échiquier, c'est-à-dire en contrepartie d'une liberté pour leur peuple. Donc à un moment donné, il faudrait que nous raisonnions et que nous nous disions la vérité. Si ce dernier doit rentrer, eh bien, faisons en sorte qu'il rentre et qu'il nous montre aussi ce qu'il lui aussi sait faire, puisque finalement il a travaillé avec la coalition, les partis politiques de l'opposition. Ça veut dire qu'au fond, il ne vient pas pour poser un acte qui est qui s'oppose à l'opposition, mais il vient aider, contribuer, apporter également sa touche. Il se décide sans doute à vouloir apporter sa touche de sorte que, eh bien, l'effort commun puisse porter un fruit. Maintenant, si nous jugeons d'emblée que sa participation est nulle ou on la refuse, à ce moment-là, il faut être également clair avec soi-même et dire les choses telles qu'elles sont. D'accord, on a compris aussi votre réaction. On va relancer tout de suite professeur Pascal Adjamagbo du MPL, Mouvement pour la Libération du Togo. Mais et pour information à nos auditrices et auditeurs câblés actuellement en direct sur Radio Canal K et émission synchronisée sur Radio Denigba, nous remercions quand même Déo déjà depuis Moline aux États-Unis. Donc nous avons contacté François Akila Soboko. Donc il nous a confirmé son retour. Il dit, Sylvain, si tu vas bien, je rentre chez moi le 28, mais jusqu'alors, je n'ai pas encore le passeport togolais, mais je vais quand même rentrer au Togo. Il a la volonté de rentrer. Alors, écoutez, professeur Adjamagbo, donc Marcel Kodi, un auditeur togolais qui nous a appelé depuis Irlande, confirme, il dit que François Akila Soboko peut constituer une alternative crédible. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, mais j'aimerais revenir sur ce que vient de dire mon collègue. Kofi, voilà. Et je dis que le silence, pendant 1 an et demi, c'est une acte. Hein? Et ce que l'on fait, et dans professeur Pascal, qu'est-ce que vous mettez dans silence? Qu'est-ce que vous mettez dans silence?
On voudrait comprendre, parce qu'il y a déjà un auditeur, et nous sommes en direct, et il nous envoie sur WhatsApp, on dit, que raconte le professeur Adjamabo, qu'est-ce qu'il met dans silence? Puisque François Akila Soboko a discuté avec les acteurs politiques au Togo. Non, attention. Et non, quand il dit silence, c'est une prise de parole publique, et par exemple, sur les prisonniers, sur les assassinats, notamment les assassinats d'enfants, et bien sur l'injustice, l'impartialité de la feuille de route, et sur le coup de force électoral, on n'a entendu aucune prise de position. Moi, j'estime que la feuille de route, c'est un acte de voyoucratie de la part des présidents de la CEDEAO. Eh bien, un mois avant la publication officielle, moi, j'avais la confidence d'un acteur politique majeur dont je vais taire le nom, que, eh bien, c'est un acte de voyoucratie que la CEDEAO va poser. C'était vraiment un acte prémédité. Et on n'a pas entendu la protestation de M. Boko là-dessus. Eh bien, quel que soit ce qu'il a fait en coulisses, eh bien, je donnerai l'exemple de Bodouna. Bodouna, on sait qu'il entretient des relations constantes avec des acteurs du premier plan de l'opposition togolaise. Mais lui non plus n'a jamais pris position. On comprend qu'il n'a pas pris position. Donc, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que Boko a eu le même silence que Bodouna sur les événements durant une année et demie. Même si au début, il a fait un article, comme il a cité, je dirais que les événements ont duré un an et demi, avec des assassinats jusqu'à la fin, puisque le dernier assassinat d'enfant, c'est quoi? 10 jours avant le 20 décembre. On n'a pas entendu ces dîners. Les prisonniers croupissent toujours dans les prisons. On n'a pas entendu François Boko demander leur libération. Et François Boko, dans sa dernière déclaration, il parle de réformes. Mais avant d'arriver aux réformes, il faut mettre en œuvre les mesures d'apaisement qui sont la libération des otages, même pas des prisonniers. Donc, sur tous ces points, je n'ai entendu rien. Eh bien, ceux qui pensent que parce que François Boko entretient des relations avec des acteurs et que ces actions en coulisses suffisent, eh bien, moi, j'ai parlé avec des acteurs majeurs qui sont aussi étonnés que moi du silence public et de M. Boko. Il faut distinguer. Vous pouvez nous citer des noms si nous osons vous demander. Vous pouvez nous citer des noms. Je peux attester aux auditeurs que c'est un acteur majeur et avec qui de feu C14 avec qui j'ai discuté de la position de François Boko et il m'a écrit je peux le prouver que lui non plus il ne comprend pas le silence. Il faut distinguer les relations entretenues François Boko avec des acteurs de l'opposition. C'est bon, on a compris votre position, on vous comprend très bien, on va avancer dans ce débat, on va voir. Je ne pense pas que Kofi Nyadonzon, je le disais, il est juriste, membre fondateur du mouvement citoyen Nouboké, je ne pense pas qu'il s'est pointé aujourd'hui en défenseur de l'avocat ou bien de l'ancien ministre de l'Intérieur, Akila Soboko, mais il a quand même expliqué un petit peu de bout en bout pourquoi ce silence. Mais ce n'est même pas un silence, il a expliqué, mais je vais quand même lui relancer, je pense qu'il veut rebondir à votre réaction. Kofi Nyadonzon. Oui, finalement, je disais tantôt qu'il faut savoir ce que l'on veut. J'ai plutôt l'impression que mon contradicteur est passionné ou sous l'effet de l'émotion. Il faut savoir une chose. Qui, aujourd'hui, peut être content de ce qui s'est passé à Lomé? Personne. Mais c'est curieux quand même que lui, il ne fait un retour qu'au 19 août 2017. Parce qu'on tue les gens à Lomé, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Les gens ont été emprisonnés, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'autres le sont encore, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, quand on veut séquentialiser les choses, moi je dis non. Et puis, par ailleurs, nul n'est juge. Je veux dire que l'on juge que M. Akila Soboko est resté silencieux.
et donc en tirer sa culpabilité, je trouve qu'on cherche les poux sur la tête d'un chauve. Parce que, comme je le dis, dans la vie, qu'elle soit politique ou publique, on ne contribue pas forcément par des déclarations télé ou par des déclarations radio. Ce n'est pas parce que M. Boko crierait à la radio ou gesticulerait à la télé que pour autant les détenus seront libérés. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle aussi la diplomatie de couloir. C'est-à-dire que il y a certains acteurs qui font le choix délibéré de plutôt travailler dans les coulisses de sorte que les résultats puissent porter leurs fruits. Donc, et c'est là mon propos. Donc, je trouve qu'on ne peut pas s'ériger en juge de la moralité ou en tout cas porter des jugements de valeur sur des choses au motif que cela nous plairait ou ne nous plairait pas. La question de fond est de savoir, Monsieur Akila Boko est-il un citoyen togolais ou non? Première question. La seconde, est-il en droit de rentrer chez lui ou pas? Et troisième question, est-il en droit, s'il le souhaite, de prétendre ou de candidater à la magistrature suprême? À ces trois réponses, je pense que la réponse est oui. À ces trois questions, pardon, la réponse est oui. Dès lors, je ne vois pas ce qui pourrait faire débat. Ce que je suis en train de dire, c'est de la cohérence, c'est de la logique. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, parce que tu n'as pas parlé durant un an, tu ne viens pas parler. Celui qui le dit, lui, il est qui? C'est ça aussi notre question. On le dit en tant que qui? D'accord. Pour interdire à l'autre son droit fondamental. Parce qu'en réalité, nous parlons d'un droit fondamental. Ce n'est pour rien qu'on parle de la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression, on est libre d'en faire usage selon notre convenance. Ça veut dire que certains peuvent juger qu'ils vont parler dans les médias et d'autres vont se dire non, moi je me tais, mais en revanche, je vais faire dans les coulisses ce que je peux de sorte à faire en sorte que les choses se dénouent. D'accord. Chacun contribue de sa façon. Donc finalement, la question de savoir qu'est-ce que moi, Togolais, je fais pour contribuer au dénouement de la situation. Au lieu de porter tout un regard acerbe sur l'autre, il faudrait que nous arrivions à nous interroger, à faire cette autocritique qui puisse nous permettre de dire à notre conscience ce que nous faisons pour contribuer à la libération. Voilà que quelqu'un, lui, il arrive à dire, ok, je vais rentrer pour aussi faire ce que je peux sur le terrain et voir ce que ça va donner. Mais nous allons rester dans notre petit confort ici et puis dire, oui, bah, tu n'as pas parlé avant, pourquoi tu veux rentrer? Attendons. Je ne pense pas que Pascal Adjamagou a dit ça, donc il s'inquiète et il pense que Pascal, il pense que François Akila Boko est un poids lourd, donc il pouvait aussi s'imposer s'il faisait des sorties périodiquement. Mais donc, que je vous dis, Monsieur Sylvain Amos, chacun a le droit de contribuer de la façon dont il le juge à la vie politique ou publique de son pays. Nul n'a le monopole de la manière dont il faut faire. On est d'accord sur ce point à minima. Donc, dès lors, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait intenter un procès à quelqu'un, fût-il un poids lourd, de n'avoir pas parlé publiquement. C'est un choix. Donc, chacun est libre de choisir. On a ce qu'on appelle la liberté d'expression. D'aucuns s'expriment publiquement, d'autres font le choix de ne rien dire et d'agir plutôt. D'accord. Donc il faut distinguer entre parler et agir. D'accord. Avant de revenir avec vous, donc nous allons aussi donner la parole aux auditeurs puisque c'est un débat ouvert également aux auditeurs de la diaspora surtout. Donc nous avons reçu pas mal de réactions sur notre messagerie WhatsApp, donc vivement qu'on puisse les passer toutes. Tout de suite, je vous propose d'écouter la réaction de Lawson Boivi depuis la Belgique. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de la radio Canal K. Bonsoir cher Amos. J'aimerais également participer à ce débat de ce soir sur le retour de M. Boko. Après 14 ans d'exil, M. Akila Boko annonce son retour au Togo quelques mois de l'élection présidentielle de 2020. Personnellement, j'avais beaucoup apprécié la bravoure de cet homme, de cet ancien ministre de l'Intérieur, qui a eu le courage de dire non
un pouvoir aussi sanguinaire qui préparait en 2005 l'extermination abominable d'une partie de son peuple. 500 morts après les élections de 2005. 500 Togolais assassinés. Et M. Bokor avait tiré la sonnette d'alarme pour alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il allait se passer. Donc, cet homme, pour moi, était l'une des personnes qui ont pu dire la vérité à ce régime et qui lui a tenu tête jusqu'à son départ en exil. Aujourd'hui, son retour après 14 ans d'exil politique, que lui a valu cet acte, pourrait s'inscrire dans son envie de contribuer efficacement à la libération de notre pays. Pour moi, quelqu'un qui s'est opposé à un régime aussi tyrannique que celui de notre pays ne peut être qu'un homme intègre et un homme de principe. Je ne suis pas dans le secret des dieux, comme dirait l'autre, mais si on me demande comment M. Bokor pourrait agir positivement dans cette lutte, je répondrai que compte tenu de ses connaissances des composantes de notre armée, il pourrait œuvrer à faciliter l'adhésion de cette armée dans le processus de changement et de l'alternance au sommet de l'État. Mais est-ce qu'il aura l'ambition de briguer un mandat présidentiel? Cela, je n'en sais rien. C'est un Togolais comme un autre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous devons œuvrer, nous devons tous œuvrer, quelle que soit la provenance des compatriotes, nous devons tous œuvrer pour que les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales, pour que ces réformes soient faites. Et si son retour peut nous aider dans ce sens, peu importe ce qu'il décide lui-même après par rapport à ces présidentielles. Lawson Boivy, depuis la Belgique, avant l'été. Merci beaucoup à Lawson Boivy depuis la Belgique avant l'été. Comme on le dit sur notre radio de résistance, la voix de l'argent du peuple togolais. Pascal Adjamabo, vous avez suivi la réaction de Lawson Boivy et je pense que vous avez un mot après l'avoir écouté. Oui, voilà. Et voilà, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit que quelqu'un qui a posé un acte héroïque dans le passé ne peut être intègre. Oui. Je pense que nous avons un auditeur, mais restez en ligne, cet auditeur, restez en ligne. Voilà, il y a deux contre-exemples bien connus dans la vie politique togolaise à cette affirmation. Et j'ai rappelé peut-être que M. Boivy n'a pas écouté ce que j'ai dit au début. Et l'ancien Premier ministre Aboyome Kodjo a posé un acte aussi héroïque, et même du temps du père, et que M. Bokor. Mais on sait ce qu'il est devenu, et c'est pas pour autant qu'il est un homme intègre. Et M. Jitri Sonupio a posé des actes encore plus héroïques, et bon, on sait que, eh bien, il a soutenu la réélection de Faure. Donc, dire que quelqu'un a posé un acte historique, héroïque dans le passé contre le régime, et à cause de cela, il est intègre, il y a des contre-exemples à cette affirmation. Bon, mais en tant que citoyen, il a le droit, comme tous les citoyens, de participer à la vie, d'être candidat s'il veut. Mais ce que j'ai dit au début, c'est que il faut que le peuple souverain togolais soit éclairé sur les actes posés par les uns et les autres, y compris Agboyome, y compris Gilles Soulinko, y compris d'autres. Mais j'aimerais souligner un autre point. On sait que M. Bokor ne peut pas rentrer sans avoir, disons, sans avoir noué un accord avec le pouvoir. Est-ce que l'accord ne concerne que sa sécurité
ou bien est-ce que l'accord concerne aussi le rôle... Donc vous pensez concrètement que monsieur Bokor a négocié son retour avec le pouvoir. Est-ce que vous avez des preuves? Il a dit dans son interview sur radio, il a négocié. Mais on peut se poser la question, est-ce que la négociation n'a porté que sur sa sécurité ou bien a porté sur un éventuel partage de pouvoir après un rôle qu'il aurait joué? Je dis bien que ce sont des suppositions, ce n'est pas une affirmation. Donc, en tout cas, M. Bokor a dit sur une radio qu'il a signé un accord avec le pouvoir. Jusqu'où est allé cet accord? En tout cas, vous nous informez, on va voir ce que pense Kofi Dendazon. Est-ce que vous avez suivi également sur une radio que Bokor, M. François Akila Bokor a dit qu'il a négocié son retour avec le pouvoir, Kofi Dendazon? Vous l'avez suivi également? Alors, oui, je l'ai suivi. Mais justement, je pense qu'on en vient progressivement au fait. Alors, mon contradicteur disait qu'il ne peut pas rentrer s'il n'avait pas ou s'il n'a pas signé d'accord. Mais d'après ce que M. Akila Bokor a dit, c'est que il y a eu un accord de principe donné sur son retour et qu'on devait lui délivrer ses documents d'identité. Alors moi, je pense que c'est du bon sens, dans la mesure où M. Akila Bokor n'a pas quitté le Togo comme l'exemple que mon contradicteur nous donne. M. Agbeyome et M. Akila Bokor n'ont pas quitté le Togo dans les mêmes conditions. Ça, c'est clair. C'est une réalité, ce que je dis. Donc, pour que M. Akila Bokor quitte le Togo, il a fallu toute une série de tractations pour qu'il en soit exfiltré. Et donc ça veut dire que quelqu'un qu'on exfiltre de son propre pays, parce que ayant alerté sur le massacre prémédité de ses concitoyens, ce dernier-là, il ne peut pas revenir comme un citoyen normal. À partir du moment où les mêmes personnes qui ont voulu attenter à sa vie sont toujours au pouvoir. Donc, il faut à un moment donné que le gouvernement en place, donne à minima son accord de principe pour que le retour se fasse sans grabuge. S'ils ne sont pas d'accord ou s'ils disent non, on n'en veut pas, à ce moment-là, je pense que lui aussi il en prendra acte. Mais visiblement, c'est pas le cas. Et nous voyons d'ailleurs que même en ayant donné son accord de principe, nous avons des journalistes qui disent dans les médias et autres à Lomé que oui, il y aurait une prétendue plainte, une prétendue désertion et tout. Donc pour dire que l'accord même de principe quant à son retour a été donné peut-être à contre-gré ou malgré soi. Mais on ne va pas s'épancher là-dessus. Ce que je veux dire en définitive, c'est que nous devons retenir. Nous ne devons pas avoir la mémoire courte sur ce sujet-là. M. Akila Bokor n'est pas sorti du Togo comme en est sorti un certain Agbeyome, Memsou et Adema. Donc, son retour, d'après moi ce que j'ai eu à écouter dans l'audio, c'est qu'il y a un accord de principe, son retour est acté, et donc des tractations, quand je dis tractations, ça veut dire que sûrement que des ministres, notamment le ministre de la Sécurité, puisque c'est lui qui doit veiller à la sécurité, et puis celui qui a en charge la délivrance des certificats de nationalité, puisse faire en sorte qu'il soit titulaire à nouveau de son passeport togolais, tout simplement. Donc, évitons d'ériger des procès en sorcellerie, alors même qu'en réalité, il n'y a rien, puisque retenons qu'il n'est pas sorti. En tout cas, entendre professeur Pascal Adjamagbo du MPL, le Mouvement pour la Libération du Togo, il est très très sceptique donc quant à son retour, quant à l'acte que va poser François Akila Bokor, qui a été de ce système-là, donc il a peur, comme beaucoup de Togolais, on dit oui, il peut poser un acte comme Agbeyome Kodjo qui est encore rentré à la maison, c'est la question qui se pose. Eh bien, merci de votre fidélité sur le 3xW Radio
Canal K Radio Denigman. Le débat continue. Vous pouvez également réagir par téléphone, soit laissez vos réactions sur notre messager WhatsApp au 041 79 641 60 50, ou si vous voulez rentrer en ligne en direct, c'est le 0041 62 834 90 80. Et Godson, j'espère que bien confidentiellement vous avez suivi Godson. En résumé, il dit que vaut 2020 sans les réformes. Donc c'est lourd. Donc nous avons également reçu quelques réactions qui vont dans le même sens que la réaction de Godson. Il y a un auditeur qui dit: est-ce que Boko rentre juste pour être candidat à la présidentielle de 2020? Va-t-il prendre part à l'élection même si les réformes ne sont pas faites? Supposons que Boko participe à la présidentielle et qu'il perd. Va-t-il accepter sa défaite? Donc justement, ces questions devraient être normalement posées directement à François Boko. À l'annonce de l'émission, nous avons fait exprès de mettre la photo de François Boko. Donc on l'a invité, donc il a dit: Amos, je viendrai dans votre émission. Il m'a même tutoyé: Amos, je viendrai dans ton émission le temps opportun. Donc, confidentiellement, qu'est-ce que vous avez à dire à Godson qui s'inquiète également et par rapport au retour de François Akilaïssa Boko, s'il veut être candidat? Va-t-il être candidat dans cette condition où les élections n'ont jamais été transparentes au Togo? Alors, moi, je pense que il faudrait, c'est ce que je disais tantôt, que nous abordions les choses avec moins de passion. C'est-à-dire qu'il faudrait aller étape par étape. Alors, quand il a fait sa tournée diplomatique, ou plus précisément, il a quitté les États-Unis, où il était aux États-Unis, j'ai pu lire, un peu comme tout le monde, un communiqué par lequel il expliquait de façon succincte que sa démarche visait à obtenir un appui en vue des réformes constitutionnelles et institutionnelles et tout ce que l'on sait. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question finalement qui reste étrangère à sa démarche. Ça veut dire qu'il l'a implémenté, il l'a incorporé dans ce qu'il entend amener comme participation ou modique contribution à une alternance au sommet de l'État. Donc, je vais revenir à ce que je disais, qui était de ne pas partir en conjecture ou se permettre des procès en sorcellerie. Il convient d'abord d'observer la démarche de la personne, puisque, me semble-t-il, il y a un adage qui dit qu'un chien qui va aboyer, c'est quand il est petit qu'on le voit. Alors, curieusement, il a commis un acte d'intégrité, salué par tout le monde, et donc il faudrait maintenant attendre. Il a annoncé son retour, il faudrait attendre qu'il retourne et qu'il amorce ce qu'il veut amorcer comme processus de participation à la gestion publique ou à la gestion du bien public. Donc les réformes constitutionnelles ne sont pas étrangères à sa démarche. Le communiqué est encore là, je pense que beaucoup peuvent aller le lire. Moi, c'est là où je l'ai lu. Et par ailleurs, il faudrait aller plus loin dans la réflexion. C'est-à-dire que nous disons pas de réforme, pas d'élection. Mais finalement, s'il n'y a pas les réformes, on fait quoi? On s'assoit, on regarde? Puisque visiblement, dans un passé hyper proche, notamment le 20 décembre, pas de réforme, pas d'élection, d'aucuns l'ont soutenu. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Nous voyons que la démarche est plutôt de chercher à participer au local, et puis d'aucuns disent d'ailleurs qu'on ne construit pas un parti pour seulement marcher dans la rue. Ça veut dire qu'il y a le temps de la rue et le temps des politiques. Donc, partant de cela, nous devons avoir à l'esprit qu'il ne faut pas seulement avoir l'hypothèse A, qui est de dire il nous faut nécessairement les réformes. Oui, il nous les faut. Mais que faisons-nous ou que ferions-nous à défaut des réformes? Il faut aussi arriver à construire ce plan et de sorte à ne pas être surpris. Donc, par rapport à la réaction de M. Godson, oui, moi je n'y vois ou je n'y trouve aucun inconvénient, bien au contraire. Et donc, je vous l'ai dit, j'ai lu dans le communiqué que les réformes sont intégrées et il faudrait que nous allions plus loin dans la réflexion.
D'accord. Au-delà des réformes, qu'est-ce qu'il faut? Je nous signale dans ce débat citoyen la présence maintenant dans ce débat de Philippe Amedoji depuis Bruxelles. On va quand même le saluer avant de relancer professeur Adjamagbo. Bonsoir Philippe Amedoji, merci d'être avec nous. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux auditrices et auditeurs. Tout à fait. Restez avec nous, vous allez réagir tout à l'heure. Alors, professeur Adjamagbo, vous avez suivi la réaction de Godson qui met l'accent sur les réformes. Donc, pour lui, si François Akila et son bon code décident de rentrer au pays après 14 ans d'exil, alors il connaît bien la situation, il connaît bien les rouages de ce régime-là. Donc, d'autres... Vous-même, vous êtes un peu sceptique. Est-ce que Boko va rentrer à la maison, comme on le dit vulgairement? Donc, pour vous, pensez-vous vraiment que Boko rentre au pays pour être candidat? Et si les réformes ne sont pas faites, va-t-il accepter les défaites, comme l'a posé la question quelqu'un? Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, voilà. Donc, à propos des réformes, j'aimerais d'abord revenir sur les relations diplomatiques, j'ajoute supposées, de monsieur Bokor. Je dis bien supposées. Et en tant que mathématicien, j'ai l'esprit, je dirais, oui, je ne peux qu'affirmer ce que j'ai vérifié par moi-même. Et voilà. Je trouve une contradiction entre les relations et les soutiens diplomatiques extérieurs sur lesquels compte soit M. Bokor, soit une partie du peuple togolais, pour obtenir grâce à M. Bokor l'alternance, et une contradiction avec le fait que, eh bien, ces relations diplomatiques n'ont pas permis de faire aboutir un soulèvement de 1 an et demi, notamment sur la question des réformes. Bon, et mon parti a insisté sur le fait que il n'y avait pas de date dans la feuille de route pour les réformes, alors qu'il y avait de dates pour les élections, alors que les élections devaient être le terminus d'un processus. Ça, c'est une contradiction sur le plan diplomatique. Et donc, je constate que M. Bokor n'a pas relevé cette contradiction. Il espère maintenant, dans son dernier communiqué, que, avec certaines relations diplomatiques, ces réformes vont se faire. Mais il y a une contradiction. Si les relations diplomatiques sur lesquelles ils comptent n'ont pas permis et de faire aboutir la lutte du peuple pendant 1 an et demi, mais pourquoi est-ce que les mêmes réformes, les mêmes soutiens vont permettre au peuple d'obtenir grâce à lui l'alternance en 2020? Ça, c'est une contradiction logique, disons, qu'on ne peut pas nier. Mais j'aimerais souligner que dans d'autres pays, comme le RDC, il y avait plusieurs candidats qui ont fait état de relations diplomatiques très fortes, et notamment l'ancien gouverneur Katumbi, qui faisait état de très bonnes relations et de très bons soutiens diplomatiques avec les États-Unis, et puis Bemba, et on a dit que Bemba était le candidat de l'Union européenne. Bon, est-ce que c'était vrai, c'était supposé? Bon, toujours est-il que ces deux candidats qui ont fait état de leur soutien diplomatique sur le plan international, ils n'ont même pas pu s'inscrire pour participer aux élections. Bon, donc l'expérience nous dit qu'il faut être prudent quand un homme politique revendique des soutiens diplomatiques. Jusqu'où vont ces soutiens diplomatiques? Par exemple, quand il dit qu'il a été reçu au secrétaire d'État, est-ce qu'il a été reçu par le secrétaire d'État? Est-ce qu'il a été reçu par l'adjoint? Est-ce qu'il a été reçu par un fonctionnaire du énième rang? On ne sait pas. Donc, en tant que mathématicien, bon, disons que je ne peux pas m'avancer sur ce que prétend une personne en matière de soutien diplomatique. D'accord. Voilà. Et bon, en tout cas, je reviens à la question des réformes. Je dis que on n'a pas entendu M. Bokor se battre pour la revendication des réformes pendant le soulèvement. Bon, il en a parlé dans son dernier communiqué. Bon, moi, je suis sceptique, étant donné son pendant un an. D'accord. Voilà. Kofi Nyanzon, vous avez une réaction après avoir écouté professeur Adjamagbo? Abonnez-vous à Go News. Oui, moi j'aimerais juste peut-être rappeler à mon contradicteur que Monsieur François, en tout cas je n'ai lu nulle part ni entendu
que M. Akila Issa Bokor se serait prévalu de certaines relations diplomatiques. Il me semble bien au contraire que ce sont les auditeurs qui, du haut de la façon dont l'exfiltration de M. Bokor s'est déroulée, ainsi que de sa tournée amorcée, qui disent qu'il pourrait faire usage ou faire un plaidoyer sur la question des réformes auprès de celles et ceux qu'il rencontre. J'aimerais en second lieu rappeler également à mon contradicteur que malheureusement sur la question des réformes, lorsque la feuille de route de la CEDEAO avait été amorcée ou mise à la connaissance de tout le monde, eh bien la coalition malheureusement n'a pu faire aucune tournée diplomatique, je dirais, pour ne serait-ce que consolider sa position. Et d'entrée de jeu, il y a M. Marcel Caudy, je crois, qui disait que l'aspect diplomatique est toujours ce qui nous a le plus manqué, ou ce qui a le plus manqué aux acteurs politiques. Donc, j'aimerais par là lui dire, sauf en tout cas à m'apporter la preuve de là où ils seraient allés, que il n'y a pas finalement que le terrain qui compte. Il y a le terrain, mais il faut également amorcer des approches. Moi, je vois mal quelqu'un venir nous dire aujourd'hui que quand je suis allé à tel endroit, c'est celui-ci que j'ai vu, voilà ce que j'ai dit. Non, quand on en sort, eh bien, il y a un communiqué peut-être qu'on fait et qui résume la situation. Donc, finalement, le plaidoyer là, je ne pense d'ailleurs pas qu'il échoue seulement à M. Akila Issa Bokor de faire un plaidoyer quant à la faisabilité ou non des réformes au Togo. Et cela revient également à chacun de nous en tant que citoyens togolais, par ailleurs. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut, à un moment donné, garder à l'esprit que M. Akila Issa Bokor est avant tout un citoyen togolais. Il pourrait ou il peut avoir des relations, certes, sûrement qu'il en joue, mais si lui seul, il fait ou il joue sur ces relations et que nous autres, nous croisons les bras et nous attendons, je ne pense pas que le résultat attendu pourrait tomber. Donc, il vaut mieux à un moment donné que nous aussi, nous mobilisions nos énergies, nos forces pour faire ce que nous pouvons, apporter notre pierre à l'édifice, tant sur le plan diplomatique que sur le terrain, de sorte à ce que si M. Akila Issa Bokor y apporte également sa touche, que l'ensemble, justement, puisse produire le résultat escompté. D'accord. Nous allons relancer également Philippe Amedodji depuis Liège en Belgique. Philippe Amedodji, vous avez suivi depuis quelque temps ce débat sur Radio Canal K ou Radio Dénigment, et on le disait après 14 ans d'exil, l'ancien ministre de l'Intérieur sous feu Gnassingbé Yadema, François Akila Issa Bokor, a annoncé son retour imminent au Togo. Pourquoi cette décision à quelques mois des élections présidentielles de 2020? François Bokor peut-il constituer une alternative? Donc vous avez suivi les réactions de Kofson, de Kofi Nanozon, du professeur Pascal Adjamagbo, les réactions des auditeurs également. Alors comment vous avez appréhendé cette information? Quelle est votre analyse là-dessus? Ok, merci Sylvain. D'abord, j'aimerais dire que comme l'un de mes prédécesseurs vient de le dire, l'idée de penser que il y aurait quelque part une solution miracle, il faudrait s'en éloigner ou s'en écarter. Toute solution sera le fruit d'un travail de fond. Et parlant de travail de fond, je crois comprendre, sur la base de ce que les proches de M. Bokor nous ont rapporté, que François Bokor préparait depuis longtemps son retour au Togo. Maintenant, en tant que citoyen togolais, j'estime que dans la crise actuelle à laquelle le Togo est confronté, une sortie de crise suppose un plan. Et je parle d'un plan crédible et réaliste. Moi, dans ma situation, j'attends. Je crois, je suis dans une situation plutôt d'attentisme pour que Bokor présente ou décline en tout cas pas sa stratégie,
de conquête éventuelle du pouvoir. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Boko n'a jamais dit qu'il rentrait au Togo pour briguer la magistrature suprême. Ça, voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il a pas encore dit, c'est clair. Tout à fait, mais j'attends que Maître Boko nous explique un tout petit peu comment il compte y arriver. Est-ce que il compte s'appuyer sur la classe politique? Est-ce qu'il compte s'appuyer sur les organisations de la société civile? Ou bien est-ce qu'il compte s'appuyer sur son réseau externe au Togo qui pourrait l'aider? Ce n'est qu'à partir de ce plan-là que nous pourrons juger de la sincérité de l'homme ou bien de la validité de son retour. Mais gardons-nous de ne pas tomber dans le piège d'un messie qui viendrait de l'étranger pour sauver le Togo. Tout à fait. Avant de relancer Covid nous allons vous proposer d'écouter tout de suite la réaction de Folik Bété-Poudard depuis Lyon en France. Bonjour, cher Sylvain Amos de Radio Avouleté. Bonjour les amis auditeurs de Radio Avouleté. Bonjour à tout le monde. Merci à Sylvain de m'avoir donné l'occasion d'exprimer mes points de vue sur le retour de M. François Bokor. La question que tu poses est de savoir, est de comprendre le pourquoi de ce retour. Moi, je repose la question autrement. Alors, pourquoi M. François Bokor ne doit pas retourner au Togo? Pourquoi on doit donc l'empêcher de retourner au Togo? Et pour ma part, la réponse est très simple. M. François Bokor est un Togolais à part entière et non un Togolais entièrement à part. Le Togo lui appartient comme tous les Togolais. Donc, je trouve anormal qu'on lui interdise de rentrer dans son pays. Deuxièmement, vous parlez de 14 ans d'exil. Exil pourquoi? Moi je comprends absolument rien. Alors, c'est parce que M. François Bokor a décidé ou bien avait sauvé des vies humaines et donc pour cela, il doit rester en exil? Non, ce n'est pas normal. Ouais, c'est vrai. L'acte que M. François Bokor a posé en 2005 est un acte héroïque, un acte responsable, un acte digne, un acte humain. Il a vraiment sauvé des vies humaines. Il a vraiment sauvé des Togolais. Il a évité une situation de génocide à la rwandaise. Il nous a évité la guerre civile. Moi, personnellement, je le dis. Je dis que ce n'est pas parce que cela ne s'était pas produit que nous devons minimiser ou ignorer les conséquences. M. François Bokor ne mérite donc pas l'exil pour ça. En plus de cela, je trouve que le régime de plutocratie en place doit plutôt chercher à le protéger, à lui dire merci, au lieu de le persécuter. Qui sait si l'acte posé par M. François Bokor n'a pas contribué indirectement à maintenir ce régime en place. Parce que de toutes les façons, en 2005, les Togolais étaient déterminés et n'étaient pas prêts à accepter ce régime-là. Vous savez, Sylvain, moi, je soutiens fermement M. François Bokor pour son retour au pays. Le Togo a besoin de réconciliation. Le Togo a besoin de développement. Le Togo a besoin d'aller de l'avant. Le Togo a besoin de bonne gouvernance. Si M. François Bokor peut encore apporter sa précieuse pierre à la construction de ce pays, nous devons tous le soutenir. Nous avons besoin de tout le monde. Nous ne devons pas regarder dans le rétroviseur. Nous devons aller de l'avance. Merci Sylvain de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur cette situation. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci de votre fidélité sur le 3xW Radio
Canal K Radio Dénigma, émission en synchronisation. Vous qui nous suivez également en direct, vous pouvez réagir au 0041 62 834 90 80 ou envoyez-nous également vos réactions sur notre messagerie WhatsApp au 0041 79 641 60 50 rapidement. Et je rends Kofi Nandazon après avoir écouté Folik Betekouda qui dit qu'il soutient François Bokor qui a décidé de rentrer au pays. Alors une réaction en écrit sur notre message WhatsApp et cet auditeur dit le fait que M. Bokor ait négocié son retour limite déjà les marges de manœuvre de M. Bokor. Alors je ne pense pas qu'il aurait les mains libres pour mettre le Togo sur les rails de la tendance. Quelle est votre réaction, Kofi Nandazon? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, M. Bokor n'a pas quitté le Togo dans les mêmes conditions que vous et moi ou comme d'autres Togolais. Son départ a été également négocié. Donc, pourquoi voulons-nous que le départ soit, ou acceptons-nous que le départ soit négocié et que le retour, en revanche, ne le soit pas, alors même que les mêmes personnes qui avaient été négociateurs le sont encore aujourd'hui, c'est-à-dire sont toujours sur place. C'est bien avec le gouvernement de M. Faure Gnassingbé que les Occidentaux, justement, ont négocié la situation de M. François Akilaï-Sow Bokor. C'est écrit partout. Je n'invente rien. Donc, il est normal que de son retour aussi, si le même gouvernement subsiste, eh bien, qu'on amorce la même démarche. Après, quand on dit qu'il aura les coudées pas du tout libres ou pour agir, bon, attendons, allons étape par étape. Il a annoncé son retour. Moi, je pense qu'il conviendrait d'attendre que l'intéressé rentre. Ensuite, qu'il se prononce sur le fait qu'il veut faire acte ou non de candidature. Puisque fondamentalement, il en a le droit. Tout à fait. Maintenant, derrière, nous devons savoir que il ne suffit pas de faire acte de candidature pour être élu. Donc, c'est tout un processus. On ne peut pas se complaire à mettre la charrue avant les bœufs ou à s'appesantir sur des préjugés ou des débats, à mon humble avis, qui ne nous apporteraient rien. D'accord. Eh bien, Philippe Amédo dit, vous nous suivez également en ligne en direct depuis Liège en Belgique. Cet auditeur dit, c'est un compatriote de la diaspora depuis l'Allemagne, il dit le fait que M. Bokor ait négocié son retour limite les marges de manœuvre de celui-ci, et il dit, il pense que cela ne peut pas ne pas lui donner les mains libres pour qu'il agisse pour que la tenance soit au Togo. Quelle est votre réaction là-dessus? Et l'auditeur dit, nous menons non seulement un combat pour le Togo, mais aussi pour toute l'Afrique. J'apprécie beaucoup Bokor, ce qu'il fait pour le pays depuis 2005. Cependant, je ne cautionne pas que cette politique constituerait à remplacer Faure par Bokor, comme des pièces détachées. Est-ce que vous avez une réaction? Oui, ma réaction est celle-ci. D'abord, je crois, Sylvain, et que le débat sur l'éventuelle candidature de Bokor à la présidence est précoce. Mais non, c'est pas un tort d'anticiper sur les choses, parce que jusqu'à preuve du contraire, le Togolais Bokor qui a ce droit-là n'a pas encore déclaré fait acte de candidature. Maintenant, je crois savoir, et je crois savoir que M. Bokor a les compétences et les relations pour assumer cette charge. Et comme Kofi Nandazon vient de le dire, il ne suffit pas d'être candidat à une compétition pour dire au départ qu'on ira la rapporter. Ça me ramène toujours à poser le problème ou la question du plan, ou voire même du projet de société
parce que je crois que même si on n'est pas encore dans une démocratie au Togo, les candidats doivent être départagés sur la base de la vision qu'ils ont pour le Togo. Il se pourrait bien que moi ou d'autres personnes qui actuellement soutiennent François Bokor, et à supposer que François Bokor soit candidat, le candidat nous déçoit par la vision, par l'ambition de son projet. Donc, je pense que dans quelques jours, nous pourrions valablement trancher un peu plus sereinement sur le soutien que la démarche de François Bokor pourrait recueillir de la part des Togolais. Mais fondamentalement, je peux comprendre l'inquiétude des uns et des autres. Vous savez, le compatriote qui disait qu'il craint que le fait de négocier son retour pourrait limiter déjà la marge de manœuvre de François Bokor. Moi qui habite en Belgique, ça me rappelle le scénario à la Tshisekedi, où aujourd'hui nous avons les preuves que Tshisekedi a dû faire un deal avec Kabila pour réaliser l'alternance. Maintenant, au Togo, est-ce que réaliser l'alternance, remplacer Faure par Bokor, qui pourrait commencer à remettre de l'ordre dans la maison, serait suffisant pour rassurer les Togolais? Chacun jugera de cette opportunité-là. Mais je pense que Bokor, et je le dis avec fermeté, Bokor a le droit de rentrer au Togo. Et d'ailleurs, ça doit être un test pour le gouvernement togolais qui dit jouer, qui dit être ouvert, ou bien qui dit travailler à la réconciliation des filles et fils de ce pays. C'est un test grandeur nature. Il faut que le gouvernement togolais prouve que Bokor, en tant que citoyen togolais, ayant posé un acte d'ailleurs héroïque aux yeux de beaucoup de Togolais, aux yeux de beaucoup de ses compatriotes, puisse rentrer en toute liberté au Togo et jouir de ses droits et devoirs de Togolais. D'accord. Merci beaucoup encore une fois, Philippe Amedodi. Une dernière question rapidement avant de libérer l'antenne aux auditeurs qui font des Yacine, qui veulent également rentrer en ligne. De quoi on dit également que François Akila et Bokor serait un pur dieu de la France, qui une fois au pouvoir va garantir les intérêts de la France. Est-ce que vous voyez la chose de la même manière, Philippe Amedodi? Ça me rappelle une citation, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas forcément en crocodile. J'oublie le nom de l'auteur africain, et je me demande si c'est pas Ampateba. Les littéraires africains m'en excuseraient si c'est pas le bon auteur. Mais avoir vécu en France ne fait pas de Bokor forcément un produit de la France-Afrique. Je crois que les Togolais, nous devrons être suffisamment vigilants et exigeants surtout pour que nos dirigeants, et c'est ce que nous faisons, ce que beaucoup font actuellement, nos dirigeants ne doivent pas être des valets locaux ou des maires, des présidents occidentaux. Ils doivent travailler d'abord et prioritairement à l'intérêt de leur population. Moi, cela ne suscite aucune crainte de ma part. Si Bokor devra présenter la meilleure vision, le meilleur projet de société pour le Togo, et si Bokor devrait recueillir le suffrage, le plus grand nombre de suffrages pour présider, pour être président au Togo, je crois que nous, les Togolais, nous serons extrêmement vigilants pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils travaillent réellement à l'intérêt des Togolais et non à l'intérêt des puissances occidentales, qu'elles soient la France ou d'autres pays également, dont nous savons l'appétit vorace vis-à-vis de nos matières premières. Donc, c'est la vigilance qui sera de mise. Et si Bokor est un démocrate, comme on le prédit, je crois qu'un démocrate, comme on le voit dans les pays démocratiques, sont censés travailler d'abord pour l'intérêt des peuples qui les ont élus, au lieu de faire l'inverse et d'appauvrir leur pays. Le Togo vient de très très loin.
Et je crois que Bokor, en observateur averti de la politique et de la vie sociale au Togo, sait que si jamais les Togolais devraient lui confier ce mandat ou cette mission, il aura beaucoup de peine. Et c'est un travail qui doit être fait avec beaucoup de sérieux, sans complaisance, sans trahison de sa. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Philippe Amedodi, d'être intervenu quand même dans ce débat. J'espère que on se retrouvera d'ici la semaine prochaine pour d'autres débats sur l'actualité sociopolitique au Togo. Merci encore une fois d'avoir participé à ce débat. Bonne soirée, bon week-end, Philippe Amedodi. C'est moi qui te remercie, Sylvain. Merci. Merci. Eh bien, nous continuons ce débat avec nos auditeurs et puis Pascal à Tchamalbo depuis la région parisienne. Donc, j'espère que tout ce que nous disons également est suivi également peut-être par Maître François Akila Soboko, qui est de la diaspora, puisque l'information est bien passée sur les réseaux sociaux. Sûrement qu'il est à l'écoute, il peut quand même aussi écouter quelques de vos conseils. Donc, vous qui êtes un petit peu pessimiste quant à son retour, à son silence par rapport à la situation qui prévaut au Togo depuis que Tiki Adam est encore réveillé, ce peuple togolais-là. Alors, une fois au pays, quelles doivent être les démarches de François Bokor vis-à-vis de ses anciens amis de lutte, puisque François Akila et son Bokor faisaient partie de ceux-là qui ont initié en 2010 FRAC, Fonds républicain pour la tenance et le changement. Pascal Adjamabo. Oui. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur la réponse à l'auditeur. Je trouve qu'il n'y a pas eu de réponse à l'auditeur parce que la question d'accord entre pouvoir et acteurs politiques au Togo, mais c'est une réalité de tous les jours. Par exemple, quand il y a eu la formation des soi-disant centristes, bon, on était un peu étonné qu'ils prenaient une distance par rapport à une certaine opposition et ils revendiquaient un certain rapprochement du pouvoir. Et on constate qu'à l'approche des élections, ils ont soutenu le pouvoir et qu'ils ont été récompensés. Et moi, je connais même, disons que un des responsables des organisations des élections au Togo, il m'a affirmé que tous les députés issus de l'opposition ont été nommés, qui n'ont pas été élus dans les urnes. Donc, il y a eu un accord secret entre des opposants qui se revendiquaient du centre et le pouvoir. Et par essence, ces accords restent confidentiels. Donc, comme la question des accords au Togo, c'est monnaie courante, mais on ne peut pas ne pas se poser cette question à propos de notre confrère, de notre concitoyen François Bokor. Il a le droit, comme tous les autres, comme ces centristes. Mais on sait maintenant que les centristes ont signé des accords secrets et ils ont été récompensés à l'occasion des élections. Bon, j'avais dit que nous ne pouvons pas être affirmatifs sur, je dirais, d'autres volets d'un éventuel accord. Et la seule chose dont on est sûr, c'est un accord sur la sécurité de M. Bokor s'il revient au Togo. Bon, maintenant, est-ce qu'il y aurait eu d'autres volets? On ne peut pas être affirmatif, mais l'expérience des accords entre le pouvoir et les acteurs politiques togolais est bien légitime de se poser cette question, même si on ne peut pas apporter de réponse à l'heure actuelle, on peut quand même légitimement se poser cette question. Bon, et je reviens maintenant à votre question proprement dite, le rapport avec les autres acteurs de l'opposition togolaise. Bon, c'est à eux d'apprécier, disons, les positions publiques de M. Bokor pendant l'année et demie qui s'est écoulée. Bon, c'est qu'il y a eu des actions souterraines, initiées par François Bokor. Moi, j'étais au connaissance, je n'ai jamais nié ça. Moi, j'ai parlé des prises de position publiques. Maintenant, comment est-ce que les acteurs vont apprécier cette attitude de M. Bokor? Eh bien, je vous ai dit que pour un des acteurs majeurs, je sais qu'il n'a pas du tout apprécié.
Hein, et je ne sais pas comment les autres acteurs vont apprécier l'attitude de François Boko. Donc je dirais, c'est quelque chose qui doit être réglé au cas par cas. Je sais aussi, pour avoir parlé aussi avec un autre acteur majeur de la coalition, qu'elle était plutôt ouverte à la contribution de tout le monde à l'alternance. Hein. Donc certains leaders sont ouverts à cette contribution que pourrait apporter M. Bokor à l'alternance, mais je sais que d'autres sont critiques à cause de l'attitude publique de M. Bokor pendant le soulèvement populaire. D'accord. Donc là, vous êtes faible là-dessus. Donc pour vous, il a été trop silencieux. Donc en tout cas, Kofi Nnyanzouzon l'a quand même expliqué plusieurs fois. Je pense que vous ne voulez pas comprendre ce côté-là, mais on comprend, hein, on respecte votre position. Avant de relancer Kofi Nnyanzouzon, alors Josias, donc depuis la Belgique, je pense qu'il y a encore un auditeur qui rentre en ligne. On va voir rapidement qui c'est déjà. Bonsoir, auditeur. Oui, rebonsoir Sylvain. Rebonsoir. Marcel Cody. Alors, vous voulez réagir encore? Allez-y rapidement. Oui. Je vais réagir surtout pour le cas de Bokor. De ce, je vous confirme que dans les 10 jours, Bokor serait au Togo. Alors, vous avez vu la scène que reproduite nos partis politiques cette semaine. Apparemment, vous allez voir que surtout sur la toile, sur les réseaux sociaux, tous les Togolais sont fâchés contre l'opposition. Surtout ceux qui ont déserté la coalition. Parce que nous attendons beaucoup d'eux, mais on les voit quitter. Se quereller pour des affaires de 30 millions, le peuple togolais, la majorité sont déçus. Alors, si Bokor revient, nous ferons une plateforme qui fera au moins un regroupement autour de Bokor. Même s'il n'est pas le candidat, mais nous trouverons un candidat dans ce groupe, dans ce regroupement de partis politiques, sociétés civiles et syndicats, pour qu'ils soient candidats pour le peuple. Et nous ferons des batailles médiatiques pour que le peuple puisse adhérer à la cause de ces personnes. Sinon, la c'est ce que nos amis nous ont livré ces derniers temps, même le départ de ANC, de phase de la coalition, les Togolais sont fâchés. Et que ces messieurs s'attendent que les Togolais ne vont plus voter pour ces gens. On pense qu'ils nous ont trahis. On ne peut pas se marcher plus d'un an à la dernière minute. Et ils vont se partir comme ça et nous laisser sur le pavé. Le peuple togolais fâché contre cette coalition. Alors, c'est moi je voulais laisser. D'accord. Encore une fois, merci beaucoup. Je pense que ce sera votre dernière réaction dans ce débat, puisqu'il nous reste encore 14 minutes. Merci beaucoup, Marcel Cody depuis Dublin. Hein. Bonsoir. Eh bien, avant de relancer rapidement Kofi Nnyanzouzon, je disais donc la réaction en écrit sur WhatsApp de Joseph Tadjou, journaliste togolais dans la diaspora depuis Bruxelles en Belgique. Il dit, dans tous les cas, que François Bokor soit candidat de la France ou pas, l'heure est d'abord pour une alternance au Togo. Et la suite, la vigilance des Togolais déterminera la suite. Alors, Kofi Nnyanzouzon, je pense que vous êtes encore avec nous dans ce débat. Et justement, pour certains Togolais, François Bokor devait rentrer au pays. Quelle doit être cette démarche vis-à-vis de ses anciens compagnons de lutte, puisqu'il faisait partie de ceux-là qui ont initié en 2010, Frac, vous l'avez dit en début de ce débat, quelle doit être la démarche de François Bokor vis-à-vis de ses amis de lutte, une fois rentré au pays, Kofi Nnyanzouzon? Alors moi, je pense que pour d'abord répondre à Monsieur Djamabou, il ne faut pas donner l'impression aux Togolais que certains détiendraient le titre foncier de l'opposition et d'autres en seraient négociateurs. C'est-à-dire que quand on dit, il faut faire très attention lorsqu'on dit que ça plaît à tel acteur qui serait majeur, tel autre acteur majeur, ça déplaît à celui-ci. Non, personne ne détient fondamentalement un titre foncier sur la gestion du bien public. Donc, c'est cette précision apportée. J'aimerais ensuite dire que Monsieur Bokor n'a pas de démarche particulière à adopter vis-à-vis de ses autres concitoyens. S'ils se retrouvent autour d'un même idéal, naturellement, ils vont se retrouver et discuter.
autour de cet idéal-là, de définir les moyens, les voies et moyens par lesquels on pourrait l'atteindre. Donc voilà comment moi je vois et j'entends les choses. Donc on ne peut pas, il faut faire très attention à donner l'impression de l'existence d'un certain clivage ou que dans tous les cas, ce que nous devons retenir, c'est que le Togo de demain, nous tous. Restez en ligne, je pense que nous avons des auditeurs, mais restez en ligne, Kofi, nous allons continuer votre réaction. Oui, donc je disais que nous devons garder à l'esprit que le Togo de demain que nous voulons tous, ou duquel nous appelons tous de notre vœu, nous devons savoir que c'est un Togo dans lequel habitera tout le monde, qu'on soit du NIR ou de l'opposition, tout le monde y sera. Donc ça ne va pas être la gouvernance d'une partie contre une autre, non. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller chercher une candidature en termes de fédération, je dirais, que tout le monde arrive à se fédérer autour d'une candidature qui puisse réconcilier ou apparaître comme un gage de réconciliation pour les fils et filles du Togo. Et donc, c'est moi la réponse que j'aimerais apporter à votre question pour dire finalement que M. Boko n'a pas de démarche particulière à adopter par rapport à celles et ceux qui sont sur le terrain. Non, parce qu'au fond, ce qu'il mène comme activité ou expertise vient en complément de ce que ses confrères ou les autres font sur le terrain. Ils visent également, à mon sens, à participer à une meilleure répartition ou à faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des richesses au Togo, à faire en sorte que chaque Togolais puisse manger 3 fois par jour, à faire en sorte qu'il y ait de l'eau potable un peu partout. C'est de la même manière que M. Ekwe Gamessou Bouda aussi a pris son bâton de pèlerin pour faire en sorte que l'alternance puisse être réalité au Togo. D'accord. On va prendre cet auditeur-là. Bonsoir, auditeur. Allô? Allô? Je vous salue tous. Votre nom déjà? Votre nom déjà? Allô? Oui, allô? C'est Josias Tatou. Oui. Ah, merci d'être avec nous. Alors, rapidement, je pense que vous avez une réaction. Oui. J'ai bien suivi, je remercie tous ceux qui sont sur le plateau. J'allais dire simplement que, en réalité, qu'est-ce que nous cherchons au Togo? Ah, en fait, qu'est-ce que le peuple togolais est en train de chercher depuis un bon bout de temps? C'est une alternance pour une fois au Togo. Et dites-moi, si aujourd'hui, tous ceux qui osent affronter ce régime se présentent, n'importe quelle situation qui se présente, il va falloir que les Togolais regardent un peu la détermination et le passé de tout un chacun qui veut apporter la pierre à l'édifice. Quand nous prenons le cas de François Boko, qui est aujourd'hui sur le débat, j'aimerais attirer l'attention de l'opinion sur un fait. François Boko n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, on constate que c'est l'armée togolaise qui bloque la détermination de la population à avoir ce qu'il veut parce qu'il fait entrave à la volonté de cette population en protégeant le clan au pouvoir. Et ça, c'est pas un secret pour personne. Aujourd'hui, en tout cas, de nos enquêtes, de nos recoupements, nous comprenons que François Boko étant lui-même sorti de cette armée et ayant appelé déjà la population, non, le pouvoir en place en 2005, à se méfier de ce qu'ils organisent pour la succession du défunt président Yadema, c'est l'armée qui a joué à tout. Maintenant que cette même personnalité qui peut toujours avoir, moi je n'en ai pas la certitude, qui peut toujours avoir des relations dans cette armée, et quel que soit ce que le pouvoir en place peut penser, cette même personne qui se présente aujourd'hui, en plus de ses relations à l'international, parce qu'il y a 14 ans qu'il a quitté le Togo et il est dans la diplomatie.
en revenant au pays après ces 14 ans, ce n'est pas pour s'amuser. Et donc, moi, je préfère que les gens prennent le parcours et l'agenda chargé de celui qui vient oser encore aujourd'hui pour affronter ce régime, qu'on soit mobilisé autour. Et il est vrai qu'il y a eu des cas qui peuvent apporter la preuve contraire à ce que je suis en train de dire, mais le feuilleton de tout le film qui se joue autour de la lutte pour la démocratie au Togo depuis des années n'a pas encore fini. Et c'est un jour que ça va advenir, que le désespoir ne plane pas pour qu'on fasse entrave à on ne sait jamais celui par qui ça arrivera. Donc, pour moi, c'est l'analyse que j'en fais. Et il va falloir forcément que on ne ferme pas la porte à qui que ce soit. Abordons les gens, tous ceux qui osent, donnons-leur la chance, en tout cas jusqu'à la mesure du possible, avant que ça ne soit... Merci beaucoup. Merci. Mais cette fois, nous voulons que ça ne soit plus le contraire, en fait. Merci beaucoup, Joseph Tiatou. Je rappelle que vous êtes aussi journaliste. Vous êtes également de la diaspora. Vous êtes à Belgique. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et ce débat arrive presque à la fin. 2 minutes rapidement, Pascal Adjamagbo. Je rappelle que vous êtes le président du MPL, Mouvement pour la Libération du Togo, à Blodé-Bio. Que direz-vous pour conclure ce débat? Vous-même, vous êtes un peu sceptique quant au retour de François Akila Issok Boko. Vous avez salué ce geste. Que direz-vous pour conclure ce débat? Pascal Adjamagbo. Et bonne arrivée et bon retour et au bercail à un des dignes fils du pays. Et j'espère que ce retour au bercail ne sera pas simplement un retour en grâce du pouvoir. Bien sûr, il faut que le pouvoir soit conciliant pour assurer un minimum de sécurité. Mais bon, j'espère que ce retour en grâce n'ira pas au-delà des questions de sécurité et il pourra apporter d'une manière efficace toutes ces contributions à l'alternance. Mais sans, je dirais, faire une fixation sur la fonction suprême. Parce que cela fausse le jeu si on prétend aider un pays et que, en fait, on poursuit une ambition personnelle. Donc, je souhaite qu'il puisse apporter toute sa contribution à l'alternance sans fixation sur la fonction suprême. Merci. Voilà. Merci beaucoup, professeur Pascal Adjamagbo. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement abrevio MPL. Donc, merci d'avoir participé à ce débat. Rapidement, je vous lis une réaction sur WhatsApp d'une auditrice depuis ici même à Neuchâtel, en Suisse. Alors, elle dit, cette auditrice, elle dit, on a eu trop d'exemples malheureux du cas Boko entre guillemets en Afrique, raison pour laquelle certains sont méfiants. Je crois quand même qu'il ne va pas rentrer à la maison, comme on le dit. Alors, combinaison, vous avez suivi les auditeurs et plusieurs ont soutenu le retour de François Akila Issok Boko. Que direz-vous pour conclure ce débat, puisqu'on voit que vous êtes optimiste quant à son retour, qu'il faut quand même que la diaspora s'impose aussi, on le dit. Souvent, 14 ans de vie, c'est pas si facile. Que direz-vous pour conclure ce débat rapidement? 2 minutes. Combinaison. Alors, moi, je dirais tout simplement que ce qu'il faut observer, au-delà des contre-exemples qu'on peut donner, la différence entre le profil et les exemples, les contre-exemples qu'on peut donner, c'est la constance. Ah là 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 là, on l'a perdu. Et puis, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat. Et on ne peut pas le relancer puisqu'on sera automatiquement coupé sur Radio Canal K.
Merci à vous qui avez suivi ce débat. J'espère que vous nous avez envoyé beaucoup de réactions. Je pense que c'est Kofi Nelson qui revient. On va tenter de voir si on peut le recevoir pour 1 minute seulement. Allô? Oui, allô? Allô, rapidement. Alors, on vous reçoit pour maximum 1 minute. Allez-y, puisqu'on a été coupé. Voilà, donc je disais que la différence entre les contre-exemples qu'on peut être amené à donner et la démarche de M. François Akilah Soboko, c'est la constance. C'est-à-dire que c'est un monsieur, moi, à mon sens, qui a été constant dans sa démarche. Et donc, il s'est toujours impliqué de sorte que les Togolais puissent se réconcilier et que le Togo puisse retrouver ou se lancer sur la voie de la prospérité. Donc je pense que c'est bien d'avoir des contre-exemples, ça nous permet d'être en vigilance, mais pour autant, il faut également regarder la démarche de la personne. Il ne me semble pas que quelqu'un qui a pris une décision au péril de sa vie, de sorte à préserver la vie de ses concitoyens, que celui-là aujourd'hui puisse être à même de pouvoir repartir ou aller ou nager à contresens. Donc j'invite les uns les autres à regarder la constance dans la démarche. C'est aussi ça qui fait l'homme, c'est aussi ça qui fait que nous pourrons appréhender les choses de façon réaliste, pragmatique et lucide. Merci beaucoup, Kofi Nelson. Je rappelle que vous êtes juriste de formation. Vous êtes également un membre et un pion, j'allais dire, du mouvement citoyen Nuboke. Merci également d'avoir participé à ce débat. Et merci à vous, auditrices et auditeurs. Et vous nous avez envoyé beaucoup de réactions sur notre messagerie WhatsApp. Nous allons les passer sous forme de message de résistance sur Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Merci également à notre radio partenaire Radio Dénigrement. Et nous saluons le directeur d'Héros depuis les États-Unis, Ameline. Et on vous donne rendez-vous samedi prochain, même studio, même heure. Mais quant à vous qui nous suivez tout le temps sur Radio Avouleté, restez scotchés en résistance. Et bonsoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.